Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Serge Boïka, bonjour. Bonjour, Madame Eugénie Dieki de l'Afrique d'une seule voix. Merci à vous d'accepter de participer à cette semaine spéciale RDC. Alors, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes médecin, pour vous intéresser à l'environnement et beaucoup plus que cela. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation, que moi je parlerai plutôt d'opportunités grandioses. Je vous en remercie de faire honneur à ma personne, mais aussi à notre pays à l'occasion de cette semaine spéciale RDC. En effet, je suis tout d'abord citoyen congolais, je suis médecin, résident à Kinshasa, je suis assistant de recherche au Centre interdisciplinaire de recherche en imagerie médicale. Et donc, je preste au département de l'imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa. Aussi, comme vous l'avez si bien dit, je suis environnementaliste. Je fais mes formations au niveau de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'Université Senghor d'Alexandrie. Je suis aussi coach sportif spécialisé dans le mouvement humain, mais aussi formé en journalisme au niveau de l'Agence française du développement et CFI Media Development. En outre, pour conclure, je suis essayiste, auteur d'essais au nombre de 2, Libre et Le Cerisier. Et je pense que je vais me limiter là pour ne pas ajouter que je suis aussi activiste des droits de l'homme et bénévole au niveau de Amnesty International. Alors, comment aussi jeune vous arrivez à avoir autant de casquettes? Vous avez déjà une vie bien remplie là. Pas du tout. Une vie bien remplie, je le conçois tel que vous le dites, mais ce sont de formations, soit de casquettes qui n'ont pas été toutes acquises d'un coup. Déjà, au lendemain de mes études humanitaires, j'ai pris inscription au niveau de l'Université de Kinshasa dans la faculté de médecine au cours d'un concours. Ensuite, je me suis un peu forgé. Je dirais pour moi, tout découle de la philosophie. Je suis un bibliophile et c'est la philosophie qui m'a permis qui m'a ouvert un peu cet horizon au travers la lecture et les nombreux congrès et qui a fait en sorte que je m'intéresse notamment à l'environnement ayant un lien direct avec la santé. Je me suis dit, tiens, il ne faudrait pas que j'aie des connaissances assez superflues, il faudrait que je sois bien assis dans mon assiette lorsqu'il s'agira de comprendre un certain nombre de questions concernant l'environnement. Le coaching sportif, je pense que je le suis devenu, c'était en 2021, après pratiquement 12 années dans l'haltérophilie, la lutte gréco-romaine. Ce n'est pas quotidiennement que je le fais, mais je prends quand même quelques 30-40 minutes le week-end ou le matin avant que je ne sorte, que je n'aille vaquer à mes occupations. Et c'est en lisant que je me suis dit que c'était possible et j'ai été aussi aidé par des aînés, par des parents et par des coachs. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre journée en tant que médecin. Vous travaillez dans quel hôpital? Les malades, comment ils font? Enfin, le système sanitaire, comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez? Est-ce que les hôpitaux ont ce qu'il faut? On sait que ce n'est pas évident, mais on aimerait vraiment connaître votre quotidien en tant que jeune médecin. Merci beaucoup une fois de plus. Mon quotidien en tant que jeune médecin, et notamment pour la plupart des jeunes médecins, déjà lorsque nous sommes en contact, déjà je suis assistant de recherche au niveau du Centre interdisciplinaire de recherche en imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa. Donc je suis au département de l'imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa. Je suis assistant du doc. Au fait, une fois au contact avec le patient, ça dégage déjà cette désolation. Vous savez, madame, le patient vous arrive toujours en état critique parce que il y a d'abord, j'ai évoqué les différents paliers du système de soins
en République démocratique du Congo, voire du point de vue international. Je vais évoquer l'aspect palliatif, l'aspect curatif, l'aspect préventif. Déjà, il y a ces manques d'informations de la part du patient. Et les patients qui vous arrivent, c'est souvent en état critique et parfois vous n'avez que vos mains pour poser certains gestes en urgence, mais vous perdez le patient, non seulement parce qu'il est arrivé en retard par manque d'information, mais le patient qui vous arrive aussi, il a déjà amassé un certain nombre de substances avec lui, notamment des produits pharmaceutiques qui font à ce que ces derniers vont se retrouver déjà avec des complications et qui va, une fois de plus, compliquer sa prise en charge. En imagerie médicale principalement, ce sont des départements où les gestes sont beaucoup plus techniques, qui nécessitent l'expertise ou soit l'apport de l'informatique, mais les équipements, la logistique ne suit pas ici dans notre pays. À peine quelques centres ont de CT scan pour la prise en charge en urgence de patients. Mais vous savez, cela fait aussi partie de la politique sanitaire de notre gouvernement. Ici, chez nous, les systèmes de santé fonctionnent selon ce qu'on appelle le trépied. Nous avons les allocations de l'État, nous avons les partenariats unilatéraux, multilatéraux, mais aussi le soin forfaitaire, c'est-à-dire le patient paye au travers de sa poche. Mais vous allez constater que l'État ne fait pas tellement sa part de choses. Il n'apporte pas suffisamment de l'eau au moulin pour mettre en branle un peu ces systèmes. La formation, déjà, ici, chez nous, elle n'est pas prise en charge. Le peu de bourses qui se présentent aux jeunes médecins, et ça exige beaucoup de conditions et beaucoup de contraintes. Du coup, c'est la perpétuation de cette sorte de médiocrité dans le chef de plus d'un où cette opération qu'on appelle entre guillemets ristourne. Vous demandez un bilan au patient et il va vous préciser même le centre où le patient doit aller faire ses bilans et ensuite, au départ du patient, ces centres devront vous rappeler pour que vous touchiez quelque chose de par l'argent payé par les patients, chose interdite strictement par les règlements de déontologie médicale. Et donc, vous voyez le médecin congolais, là, c'était du côté du patient, le médecin congolais est confronté aujourd'hui à une pauvreté. Jeunes que nous sommes, vous finissez à l'université, vous êtes médecin avec beaucoup de péripéties administratives. Et pour ceux qui veulent du stage de perfectionnement, entre guillemets, c'est beaucoup d'argent que l'on vous exige alors que vous n'avez quasiment rien en poche, alors que la famille a cessé de vous soutenir pour ceux qui sont soutenus par la famille, alors que vous avez peut-être bien d'autres tâches auxquelles vous devez vaquer. Et cela, une fois au contact avec le patient, la prise en charge ne sera pas garantie, surtout pour les structures qui sont au niveau périphérique. C'est beaucoup plus l'aspect lucratif qui est mis en avant, mais l'aspect déontologique dans la pratique médicale n'est pas pris au sérieux chez la plupart de médecins, voire de vieux médecins, malheureusement. Alors justement, avec tout ce que vous nous racontez, Serge Boïka, est-ce qu'il vous prend l'idée des fois de vous dire autant partir, autant quitter mon pays, comme le font beaucoup de Congolais? C'est une question à la fois difficile, mais aussi très motivatrice dans le sens où on s'est dit, oui, nous sommes patriotes, mais nous avons aussi la possibilité, ou sous d'autres cieux, on nous offre quand même les possibilités de nous exporter, seulement chez eux, mais aussi en nous-mêmes. Parce que nous avons de familles qui nous ont fait étudier et qui veulent à ce que nous épanouissions. Mais malheureusement, avec les systèmes tels qu'implantés ici chez nous, cela ne permet pas une éclosion des talents. Du coup, la migration, ou plutôt l'immigration de la plupart des jeunes talents, ou la fuite, ce que moi j'appelle la fuite de cerveau, comparativement à la fuite de capitaux, du point de vue international, je me dis, bon, je vais quand même devoir partir. J'ai quand même eu la grâce de la part du Seigneur de rester assistant au niveau de la faculté de médecine, chose qui n'est pas évidente pour tout le monde. Sur 300 ou 400 étudiants, vous ne pouvez rester, on ne vous retient peut-être qu'à 10 ou 20, mais alors que font les autres? Vous avez la possibilité d'y rester et travailler dans des conditions un peu acceptables, mais ceux qui vont à l'intérieur du pays, ceux qui vont dans le milieu ruraux, comment font-ils pour s'en sortir? Prochaine marque, mais je me dis, certes, je reste encore pour quelques années, mais il faudra mieux aller
s'investir ailleurs, exporter son talent ailleurs et revenir peut-être pour apporter de l'expertise et de l'expérience qui seront acquises de l'autre côté. Et ensuite, on va servir la nation et la communauté. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, Serge Boïka, le pape François a séjourné en RDC. Il a dénoncé le colonialisme économique que subit votre pays depuis de longues années. Comment avez-vous vécu justement l'arrivée du pape dans votre pays, et est-ce que à travers sa visite, les projecteurs justement ont permis à la communauté internationale de voir la situation difficile que vit la RDC? Je vous remercie une fois de plus pour cette très belle question. J'estime que la venue du pape François en République démocratique du Congo n'a fait qu'ajouter une goutte d'eau, comme on le dit assez couramment, c'est une goutte d'eau dans l'océan, dans le sens où la pauvreté que subit la population congolaise à ce jour ne date pas de ces colonialismes immédiatement, ou ce ne sont pas des faits qui sont très lointains. Tout le monde est au courant qu'en RDC, il y a des massacres qui sont perpétrés par différents groupes armés. Le pape, certes, il est venu, il s'est amené avec lui pratiquement avec 80, plus de 70 médias internationaux, mais nous avons quand même le prix Nobel de la paix, l'éminent professeur Dr Mukwege, qui a pratiquement tous les salons internationaux, notamment au niveau du Parlement européen, au niveau des États-Unis aussi, il est parti. Il a dénoncé justement cette injustice de la part des puissances étrangères ainsi que des multinationales. Certes, la visite du pape, du point de vue social, c'était un réconfort pour la population congolaise, comme l'a si bien dit le cardinal Fridolin Ambongo, que je cite. Il a dit au pape, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Certes, la pauvreté, le colonialisme économique, nous pouvons le décrire tenant compte aussi de la complicité des dirigeants qui sont aux commandes de la chose publique. Vous allez convenir avec moi qu'actuellement, en RDC, je ne sais pas, on ne peut pas citer 4 millionnaires ou milliardaires congolais. Non, toute notre économie est extravertie et ce sont les Indo-Pakistanais qui gèrent pratiquement, voire les petits commerces ici à Kinshasa et ailleurs. À l'intérieur du pays, à l'interland, c'est encore beaucoup plus médiocre, voyez-vous. Et donc, la visite du pape François, c'était un réconfort, c'était une façon plutôt de ramener ou de rappeler à la conscientisation mondiale ou à la conscientisation internationale, de rappeler ou de revenir à la raison pour tous ceux qui ont la main mise sur la souffrance du Congolais, mais soyez-en sûrs, après le départ du pape, les massacres continuent, l'inflation bat son plein et c'est la pauvreté qui continue son bon nombre de chemins. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi voyage beaucoup, il s'exprime au nom de son pays et par lui, on a pris conscience, et en fait, on s'est rendu compte que c'est le président Kagame qui appuyait le M23. Donc l'image du président Kagame est celle d'un président, un bon président qui a su reprendre la destinée de son pays, le Rwanda, est en train d'être écorné. J'aimerais que vous nous éclairiez justement sur ce que vous pensez du Rwanda, ce petit pays voisin, qui est vu comme un ogre pour la RDC, par les Congolais. Ici, je vais non seulement donner un point de vue par rapport au Rwanda, mais aussi évoquer le fait que le président Tshisekedi s'est vu être piégé de par sa bonne foi, de par cette sorte de clémence qu'il dégage et de fraternité dans le chef du président Kagame. Vous savez, le Rwanda, c'est un pays qui a bénéficié et qui bénéficie jusqu'à ce jour de l'hospitalité de la plupart de nos compatriotes de ce coin du pays, nonobstant le fait que ce sont eux, notamment de par le président Kagame, qui
qui nous agresse, mais ces relations datent d'il y a très longtemps, notamment avec les génocides rwandais, d'où l'afflux massif des migrants ici chez nous au pays. Alors, certes, nous sommes dans un contexte où le Rwanda joue un rôle belliqueux et opaque, mais la République démocratique du Congo, par l'entremise du chef de l'État, a haussé le ton, chose qui n'avait pas été faite anciennement. Nous avons vu quand même cette sorte de débâcle de la part du président Kagame qui s'est vu être démystifié par le président Tshisekedi. Mais les relations entre la République démocratique du Congo et nous qui sommes Congolais et quelques Rwandais, à Kinshasa, particulièrement où je suis, il y a cette sorte de dissentiment entre le peuple congolais et les quelques Rwandais que nous rencontrons parce qu'on s'est dit, bon, c'est vous qui nous agressez. Et déjà que la plupart des Rwandais qui sont ici à Kinshasa, ce sont de hauts fonctionnaires de l'État rwandais et quelques-uns qui ont été naturalisés congolais. C'est toujours ces sentiments de regret de les avoir accueillis à bras ouverts ici chez nous, mais qui par la suite se transforment en ennemis avec cette image qui leur a été longtemps accordée, notamment par leur président, un petit pays qui s'élève. Sur cet aspect de choses, on s'est dit bravo au président Kagame, il a su quand même redresser l'économie ainsi que l'image de son pays, mais à quel prix? Le Rwanda s'est vu être redressé. Là, je ne peux pas m'en cacher de par le sang de Congolais. Le Rwanda pille les richesses de la République démocratique du Congo. La paix en RDC, le Rwanda la torpille. Et c'est ce qui permet à ce que son économie s'améliore du jour au lendemain. Dès lors que le président, tout a commencé avec l'état des sièges et ça a aggravé un peu les choses parce qu'on a en quelque sorte asphyxié le Rwanda économiquement avec notamment des accords qui avaient été naïvement signé à l'époque par le président Tshisekedi, mais qui s'est vite rendu compte que la bonne foi qu'il a témoigné en voulant un peu du rapprochement entre nos deux nations, ne pas au programme du gouvernement ou du président Kagame et qu'ils doivent continuer à agir d'une sorte un peu de cette façon belliqueuse et le président a toutes ses responsabilités de pouvoir en appeler à passer outre les mesures diplomatiques. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Quel regard vous jetez sur vos compatriotes qui sont dans la diaspora? La diaspora précisément congolaise, madame, la question, elle est très bonne une fois de plus et je vous en remercie. La diaspora congolaise, sincèrement, c'est une diaspora qui ne porte pas à cœur les réalités du pays. Pourquoi je l'exprime autant? Parce que, certes, vous pouvez combattre les vices qui sont constatés ici sur place en organisant des sit-ins, en organisant des manifestations, mais qui sont ceux qui viennent investir ici? Les nationaux qui reviennent investir, construire des structures viables pour permettre, et je précise, à faible coût ou à coût acceptable pour permettre à ce que, précisément dans les secteurs sanitaires, que le plus démuni puisse se faire traiter ou se faire soigner. Quasiment nul. Alors, on va nous dire, certes, la diaspora, elle est là, elle nous porte à cœur, mais pour moi, je me dis, notre diaspora, pour ce qui concerne la diaspora congolaise, elle n'est pas en phase avec les réalités locales. Elle nous aide peut-être avec d'autres ouvertures, mais elle n'est pas en phase avec la réalité locale. Pour preuve, ce sont pour la plupart des gens, des compatriotes qui ne veulent plus revenir. Pour la plupart d'entre eux, ils se disent, certes, nous sommes Congolais, mais on préfère un peu vivre d'une manière lointaine et les aider, mais y revenir pour palper du doigt les réalités, mais aussi les souffrances du peuple congolais, c'est pas évident. Il y a aussi quand même de bonnes choses. Il n'y a pas seulement la souffrance, mais vous savez, c'est tellement noyé dans cette marmaille de misère pour la plupart des peuples. C'est ainsi que nous l'exprimons ainsi avec beaucoup de désolation, bien entendu.
Alors, c'est assez étonnant ce que vous dites parce que pour les avoir suivis, je prends le cas par exemple des combattants en France notamment qui faisaient des sit-ins et plus que ça en fait, qui interdisaient à des artistes bien connus de faire des concerts à Paris, à Londres, aux États-Unis. Tout ça parce qu'en fait, ils voulaient que les autorités congolaises s'occupent vraiment des problèmes des Congolais. Comment vous avez vécu justement toute cette période des manifestations des combattants en Occident, en fait? Comment vous voyez ça de l'intérieur? Perçu de l'intérieur, ce phénomène de combattant, au départ, ça avait son sens et sa raison d'être parce que il se disait que les choses n'allaient pas, il fallait organiser les élections dans le délai. À l'époque, nous avions le président Kabila, mais je pense qu'ils ont un peu raté l'occasion de s'inscrire dans la logique du bon sens. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que vous avez bien entendu évoquer l'interdiction de l'interdiction de concerts de la part de nos stars de musique, mais ils n'y sont pour rien. Ce sont avant tout, ce sont des agents mercantiles, ce sont des commerçants. Ils vendent, ils proposent leurs produits qui est la musique qu'ils n'ont qu'à venir prester. C'est de ça qu'ils vivent. Certes, ils peuvent chanter pour ci ou pour ça, mais vous n'allez pas demander à tout un conglomérat d'artistes de se transformer en activistes de droits de l'homme ou en politique. Ça n'est pas évident. Ce sont des gens qui vivent de cette activité. La leur privée pendant autant d'années, pratiquement 12 ans, n'a pas arrangé les choses. Certes, nous avions connu une alternance démocratique, mais qui n'a pas proposé d'alternative. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous allons évaluer pratiquement, c'est la cinquième année en place la cinquième année du mandat du président en place, mais les indicateurs, tant économiques que sociaux, ne sont pas trop catholiques avec lui, envers sa gestion notamment. Et donc, ces phénomènes de combat s'inscrivaient au départ dans le bon sens en se disant que nous allons devoir porter haut et fort la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y avait un peu cette sorte d'étouffement de la part de ceux qui osaient lever les tons ici sur place. Mais je pense qu'à ce jour, ces phénomènes n'ont plus peut-être sa raison d'être, notamment à l'endroit de musiciens, parce que vous allez leur demander de ne pas prester, mais je suis médecin, je soigne aussi les dirigeants du pays, tout comme je soigne des opposants ou de malfaiteurs, de par la déontologie de ma profession, mais eux aussi font pareil. Certes, il y a un peu une dose de moralité qu'il faut beaucoup plus insister dans le chef des artistes parce que ce sont des éducateurs de masse. Je suis par contre d'accord avec eux dans le sens où ils s'inscrivaient un peu dans la logique de l'interdiction des obscénités dans nos différentes œuvres musicales. Oui, là, Je me rappelle qu'ils combattaient aussi contre justement les mauvaises mœurs, oui. Justement, les obscénités, les mauvaises mœurs, là, j'étais totalement d'accord avec eux parce que la société congolaise, pour ne pas dire africaine, mais d'autant plus qu'il est question de la société congolaise, je dirais qu'elle est très un peu tournée vers l'extérieur. Du coup, on adopte, oui, on embrasse n'importe quoi qui n'est pas du tout en phase avec la culture et nous sommes avant tout africains et bantous, nous n'avons qu'à nous accommoder avec notre culture. Certes, on peut ramener de l'extérieur les valeurs, là j'insiste vraiment les valeurs, mais ces mauvaises mœurs qui ont été inculquées du jour au lendemain dans notre culture et être combattues par les compatriotes qui sont de l'autre côté, précisément dans l'Hexagone, c'est là s'inscrivait dans la logique des choses et j'étais totalement d'accord envers eux. Alors, vous savez que la diaspora africaine envoie beaucoup d'argent en Afrique, hein. On parle de ces fameux transferts d'argent qui surpassent l'aide au développement. Est-ce que vous en sentez l'impact? Il y a un grand débat qui a lieu depuis des années en France et même en diaspora qui consiste à dire, plutôt que d'envoyer de l'argent pour les besoins domestiques, est-ce qu'il ne faudrait pas que cette diaspora se concerte pour envoyer de l'argent afin que les jeunes, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise puisse
être autonome économiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très belle approche, celle d'envoyer plutôt de renforcer les capacités de la jeunesse dans tout ce qui concerne le secteur économique. C'est une très belle approche parce que vous le dites si bien, madame, envoyer de l'argent pour le besoin domestique, oui, nous acceptons, mais pour quelle fin, pour quel lendemain? Alors que dès lors que nous investissons dans la jeunesse, nous investissons dans la formation, nous investissons dans la création d'emplois, c'est une sorte de garantie et pour un lendemain meilleur. Certes, c'est cette diaspora qui apporte un peu plus de l'eau dans le moulin, contrairement à nos gouvernants, notamment en ce qui concerne la création d'emplois, mais il faudra beaucoup plus penser dans l'optique de pouvoir renforcer les capacités, former beaucoup plus les jeunes et créer beaucoup plus des emplois en faveur de cette jeunesse qui est vraiment motivée, cette jeunesse qui est pétrie des temps-là, cette jeunesse qui est très consciencieuse des enjeux du développement de l'heure, certes engloutie parfois dans une sorte de clientélisme et de mercantilisme, mais elle est encore debout et elle peut faire de nombreuses choses si on investissait en elle. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Quelle est l'actualité qui vous interpelle, que ce soit dans votre pays ou dans le monde? Actuellement, je pense au séisme qui s'est produit en Turquie et en Syrie, où j'ai vu la mobilisation tout azimut de pratiquement tout le pays, notamment au niveau du Moyen-Orient, voire au niveau de l'Occident. Et je me dis, si cette mobilisation avait été pareille pour ce qui concerne la RDC, dont pratiquement plus de 25 ans, la population est meurtrie avec le massacre, on semble un peu mettre sous la table cette question. Certes, là-bas, c'est une urgence avec plus de 33 000 décès, certes, mais il y a encore pire ici, c'est plus de 10 millions de personnes qui sont tombées. Et là, je fais mention plutôt au rapport mapping, avec plus de 5 millions de déplacés internes. C'est vraiment une catastrophe qui ne dit pas son nom ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Mais nous sommes un peu attristés par cette attitude et cette manière de voir les choses. Certes, nous compatissons avec les populations, tant au niveau de la Turquie qu'en Syrie, voire en Ukraine, qui est à sa deuxième année de confrontation avec la Russie. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez un message pour les Congolais de la diaspora? S'il y avait quelque chose à leur demander, ce serait quoi? Aux Congolais, aux compatriotes de la diaspora, je leur dirais, chers compatriotes, investissez en République démocratique du Congo. Le talent, il y en a plein. Les jeunes sont très dynamiques et vous pouvez encore raviver cette flamme de l'excellence qui occupe nos cœurs, qui occupe nos quotidiens, qui occupe notamment nos cerveaux. En voulant que les choses aillent de l'avant, nous devons investir ici chez nous en infrastructure, en formation et insister beaucoup plus sur la formation et l'information, notamment les aspects scientifiques, peu importe le domaine. Aux Congolais de la diaspora, investissez, construisez en République démocratique du Congo. Nous en avons sincèrement besoin. Vous savez que ce n'est pas évident pour eux. Parfois, ils sont vus comme des envahisseurs, parfois ils sont jugés comme des personnes hautaines, parfois on leur donne aucune chance de venir se réinstaller dignement en fait. Vous le savez, il y a beaucoup de Congolais qui sont rentrés et qui ont dû repartir parce que les conditions, pas forcément économiques, mais politiques peut-être, ne s'y prêtaient pas. Justement, là, je peux dire qu'anciennement, oui. Anciennement, il y a 6-7 ans, peut-être les conditions politiques ne s'y prêtaient pas, notamment avec le phénomène combattant, entre guillemets, au niveau de l'Europe. Cette discordance et ces dissentiments qu'il y avait
avec le pouvoir qui était en place, mais je peux dire avec l'avènement du président Tshisekedi, il y a eu cette sorte d'ouverture. Certes, les questions économiques, on en parlera toujours, mais il y a eu cette sorte d'ouverture pour tout Congolais qui peut revenir ici chez lui. Et pourquoi ne pas revenir justement pour changer les choses? Certes, vous pouvez rester un peu à l'écart ou voir les choses beaucoup plus loin, mais revenir, créer cette dynamique dans les sérieux, dans le bon sens et pouvoir changer les choses, combattre ensemble tout ce que vous combattiez encore dans l'Hexagone ou en Europe prise globalement. Vous le faites ici chez nous avec autant de gens qui sont animés de cette bonne volonté, de patriotisme, de changer les choses, de voir le Congo aller de l'avant. Alors, en France, les Congolais peuvent désormais voter. Donc, ils sont en phase d'enrôlement. Et je sais que ça se passe aussi dans votre pays. Est-ce que les conditions sont mises en place pour que la prochaine élection présidentielle puisse se faire dans les meilleures conditions? L'autre question ce serait, est-ce que vous avez conscience que par votre vote, vous pouvez changer justement le destin de votre pays? Ou alors vous êtes un peu désabusé? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je vais répondre très rapidement à la deuxième question. Oui, je suis confiant que de par mon vote, de par ma voix, les choses peuvent bouger. Mais nous restons toujours sur nos gardes et nous sommes toujours dubitatifs, d'autant plus que les conditions telles que présentes actuellement et celles qui sont en train d'être mises en place pour l'organisation des élections ne présagent pas une bonne organisation, encore moins une bonne issue de ces élections. Là, je m'explique. En France, il y a l'enrôlement qui a été lancé pour le Congolais de la diaspora, mais vous savez, la France, ça n'est pas seulement Paris. Cela s'exécute, je pense, au niveau de la chancellerie congolaise au niveau qui est sur Paris, mais tout le Congolais de la diaspora ne vit pas sur Paris, ils sont un peu partout en France. De leur demander, certes on accepte, mais il faudrait beaucoup plus du sérieux. Déjà sur le plan local, ici, il y a beaucoup de couacs. Il y a cette difficulté de pouvoir communiquer exactement sur le nombre, d'autant plus qu'il y a un peu de, entre guillemets, des magouilles dans le chef de l'organisateur. Là, je parle de l'organe technique de la CENI, mais nous sommes confiants que les choses peuvent changer et nous pouvons changer les choses de par notre voix, de par notre mobilisation et sensibilisation, surtout cette conscientisation d'aller aux élections dans le chef de tout le monde. Serge Bouyka, on est pratiquement arrivé au terme de cet entretien. Merci à nouveau d'avoir accepté de parler de vous. Est-ce que vous avez un message? Le message, tout d'abord, c'est à moi de vous remercier, Madame Eugénie. Le message sera nous rappeler un peu à la liberté d'esprit. Nous sommes une population en majeure partie constituée de jeunes, mais je pense que cette jeunesse peut prendre à bras le corps et changer les choses dans notre pays. Nous en avons les potentialités, nous en avons la force, nous en avons l'obligation surtout, car nous en rendrons compte aux générations futures. Vous pouvez nous rappeler le titre de vos 2 livres? Merci. Il y a Portrait d'un esprit libre, ici à Kinshasa, qui a été publié par les éditions Colline Inspirée. Ça a été réédité par les éditions universitaires européennes et produit dans pratiquement 6 langues. Et le deuxième c'est Les Cerisiers, qui traite principalement le premier essai, c'est un essai sociétal, et le deuxième essai, c'est un essai à caractère médical qui traite principalement des questions de la stéatohépatite non alcoolique. Qui traite de la stérilité? Non, de la stéatohépatite non alcoolique, la NASH, comme on l'appelle assez souvent. D'accord. C'est un livre assez spécial, en fait, spécialisé. Justement, ça a connu le concours d'un professeur qui nous a porté au cours de la réalisation de ces travaux, que j'ai fait également un concours au professeur Charles Mbendi. Et aussi, je profite de l'occasion
pour nous dire que le Congo peut se lever, et c'est en dressant nos fronts, comme nous le disons au cours de notre hymne national, que nous pouvons faire les choses autrement et nous pouvons porter nos voix aussi haut que soit-il pour pouvoir bouger les lignes dans notre pays, en dépit des difficultés, en dépit du clientélisme, du népotisme, en dépit du mercantilisme, de la médiocrité, de la gabégie qui règne dans le chef de plus d'un, notamment le jeune, que moi je rappelle que nous avons l'obligation de changer les choses car nous en rendrons compte aux générations futures. Merci Serge Boïka pour cet entretien et bonne semaine sur l'Afrique d'une seule voix. C'est la semaine spéciale RDC, République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame Eugénie, et je vous souhaite aussi une très bonne semaine à vous ainsi qu'à toute l'équipe de l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique a désormais une voix. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi.